Ils pensaient pouvoir intimider une simple famille, mais en quelques secondes, tout a basculé. Faux agents, documents falsifiés, et une erreur qui va leur coûter très cher. Voici l'histoire d'un piège parfaitement retourné. Dans la lumière froide du matin, je suis sorti de la cabane et j'ai découvert mon fils, Malik, plaqué contre la rambarde du porche par deux hommes vêtus de gilets bon marché, se faisant passer pour des agents de sécurité d'une association de quartier. L'un lui tordait le bras dans le dos pendant que l'autre lui écrasait l'épaule en exigeant avec insistance un code d'accès à un dépôt d'armes qu'il n'avait pas. Leurs radios grésillaient avec des codes inventés, leurs insignes étaient mal fixés, et leur manière de parler trahissait immédiatement leur imposture. Sans élever la voix, je leur ai ordonné de le lâcher, mais ils ont ricané, convaincus d'avoir l'autorité. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'ils ignoraient totalement à qui ils avaient affaire. Peu après, une femme nommée Clarisse Dumas est arrivée dans un SUV rouge éclatant, sûre d'elle, froide, avec un dossier sous le bras, affirmant que toute la propriété, y compris le terrain et les installations sensibles, était désormais sous contrôle de leur organisation pour une prétendue urgence. Elle parlait comme si des papiers pouvaient remplacer la loi, avançant des documents remplis d'erreurs et de signatures douteuses, persuadée que l'intimidation suffirait. Mais cette cabane appartenait à ma famille bien avant l'existence de leur organisation, et je savais qu'elle ne cherchait pas la sécurité, mais le contrôle. Les jours suivants, la pression est montée. 2 véhicules suspects stationnaient près de l'entrée, leurs occupants photographiant chaque recoin de la propriété, tentant d'instaurer un climat de peur. Mon fils, nerveux, ne comprenait pas leur insistance, mais je lui ai demandé de rester calme et d'observer. Je laissais volontairement échapper quelques remarques techniques, des références juridiques précises, assez pour semer le doute sans révéler mon expérience. Il sentait que quelque chose clochait, mais sans pouvoir l'expliquer. Très vite, des lettres menaçantes ont commencé à apparaître, remplies de jargon juridique faux, évoquant des sanctions imaginaires. Pourtant, en examinant leurs documents, j'ai découvert des manipulations inquiétantes, des limites de terrain modifiées, des autorisations falsifiées, tout indiquait une tentative organisée de s'approprier la propriété, dont la valeur pouvait atteindre des sommes considérables. Clarisse ne bluffait plus, elle préparait une prise de contrôle méthodique. Pendant qu'ils poursuivaient leur surveillance, ignorant qu'ils révélaient leurs intentions à chaque erreur, j'ai discrètement lancé des vérifications officielles. Les autorités locales ont confirmé que leurs prétentions étaient sans fondement. Peu à peu, leurs certitudes ont laissé place à l'hésitation, certains commençant à se demander si je n'étais pas lié à des services fédéraux. Mais il était trop tard pour eux, chaque geste, chaque photo, chaque mot qu'ils prononçaient renforçait le dossier que je construisais contre eux. Et tandis qu'ils pensaient intimider une simple famille isolée, ils se rapprochaient sans le savoir du moment où ils comprendraient enfin l'erreur qu'ils avaient commise. Ce type n'est pas normal. Le doute commençait enfin à s'installer dans l'esprit des membres de l'association, qui réalisaient peu à peu qu'ils avaient mal évalué la situation. La moindre erreur de leur part risquait désormais d'attirer une attention qu'ils ne pourraient pas contrôler. Ils restaient tendus, prudents, mais continuaient malgré tout leurs manœuvres, tandis que leur dirigeante, désormais appelée Élise Morel, restait aveuglée par son orgueil, incapable de mesurer le danger réel. Le soir venu, ils tentèrent une nouvelle approche, persuadés que leur insistance finirait par briser toute résistance, sans comprendre que leur cible préparait déjà, dans l'ombre, un cadre légal solide pour retourner toute leur pression contre eux. Le lendemain matin marqua un tournant décisif, 2 faux agents revinrent à l'entrée, exigeant que mon fils, désormais nommé Karim, se retire, tandis que le véhicule rouge vif d'Élise brillait sous la lumière, comme un signal de confrontation imminente. Mon fils continuait d'enregistrer chaque geste, chaque mot, suivant avec précision les consignes que je lui avais données. Mes propres attitudes, mes silences et mes paroles calculées laissaient deviner une autorité qu'il ne comprenait pas encore. L'un des hommes murmura, hésitant, que je n'étais probablement pas un simple père, mais il était déjà trop tard pour eux. Élise donna l'ordre d'agir, franchissant définitivement la limite légale, intimidation, falsification, intrusion, tout s'accumulait contre elle. Je l'ai laissé s'approcher, contrôlant chaque seconde, laissant la tension monter, jusqu'à ce que le moment soit parfait. Lorsqu'ils atteignirent le porche, je fis un pas en avant, calme, maîtrisé, et leur demandai de relâcher mon fils. L'air changea instantanément. Le doute traversa leurs regards. Puis, lentement, je révélai mon insigne,
laissant apparaître ma véritable identité. Leur assurance s'effondra. Ce qu'ils prenaient pour du bluff devint une réalité impossible à ignorer. Sans hausser le ton, j'exposai devant eux les preuves, documents falsifiés, cartes modifiées, autorisations inventées, tout était là, soigneusement rassemblé, accompagné des enregistrements réalisés par mon fils. Chaque tentative d'intimidation, chaque infraction était documentée, prête à être utilisée dans une procédure officielle. Le visage d'Élise pâlit, sa certitude se fissura. Ces hommes reculèrent instinctivement, comprenant que leur pouvoir n'était qu'une illusion. Je leur expliquai calmement les conséquences, usurpation d'identité, tentative d'enlèvement, coercition, intrusion armée, autant de charges qui transformeraient leur mise en scène en affaire fédérale. À cet instant précis, mon équipe entra en action, sécurisant les lieux avec efficacité. La présence des autorités réelles fit s'effondrer définitivement toute résistance. Élise tenta de protester, mais ses mots n'avaient plus aucun poids. En quelques minutes, tout bascula, ceux qui pensaient contrôler la situation se retrouvèrent immobilisés par la loi. Autour de nous, les voisins, d'abord cachés derrière leurs rideaux, sortirent progressivement, soulagés, murmurant entre eux. Le calme revint peu à peu dans l'impasse, remplaçant la tension accumulée pendant des jours. Mon fils resta près de moi, encore tremblant, mais sain et sauf. Je posai une main rassurante sur son épaule, lui montrant que le danger était désormais passé. Les accusations furent énoncées sur place, Élise Morel faisait face à de multiples chefs d'inculpation, tandis que ses complices étaient également arrêtés. Les biens de leur organisation furent gelés, leur structure dissoute, et toutes leurs fausses revendications annulées. Une protection juridique fut mise en place pour empêcher toute tentative similaire à l'avenir. Peu à peu, la vie reprit son cours normal. Les véhicules saisis restaient immobiles, témoins silencieux de leur échec. Les habitants, désormais rassurés, échangeaient librement, retrouvant un sentiment de sécurité. Je fis un dernier tour de la propriété, vérifiant que tout était en ordre, avant de revenir sur le porche avec mon fils. Face au lac, dans le silence retrouvé, une seule vérité restait claire, le pouvoir n'existe que tant que personne ne le remet en question, et ici, plus personne ne resterait silencieux. Le calme qui s'était installé sur Redstone Terrace n'était qu'une illusion fragile, car au fond de moi, je savais que ce genre d'affaires ne s'arrêtait jamais vraiment là. Alors que les véhicules étaient remorqués et que les agents fédéraux terminaient leur rapport, un détail attira mon attention. Élise Morel, menottée, gardait un silence étrange, presque confiant, comme si elle savait quelque chose que nous ignorions encore. Mon fils Karim le remarqua aussi, son regard inquiet croisant le mien. Cette affaire n'était pas qu'une simple tentative d'intimidation locale, elle était plus profonde. Dans les heures qui suivirent, les premières analyses des documents saisis révélèrent une vérité troublante, l'association n'agissait pas seule. Derrière les fausses autorisations et les manipulations cadastrales se cachait un réseau plus large, organisé, ciblant plusieurs propriétés stratégiques dans la région. Des terrains isolés, souvent détenus par des familles anciennes, avec un point commun inquiétant, chacun possédait un accès à quelque chose de précieux, parfois discret, parfois invisible aux yeux du grand public. Karim m'écoutait en silence pendant que je lui expliquais, calmement, que ce que nous avions stoppé ici n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus grand. Cette fois, il ne s'agissait plus seulement de protéger notre maison, mais de comprendre pourquoi elle avait été ciblée. Le soir tomba doucement, enveloppant la cabane d'un silence lourd. Pourtant, à l'intérieur, l'atmosphère était différente. Les écrans allumés, les dossiers ouverts, chaque détail était analysé. Et puis, une alerte apparut. Un nom. Une signature déjà vue ailleurs. Une connexion directe avec plusieurs affaires classées sans suite dans d'autres comtés. Je me redressai lentement. Ils n'avaient pas simplement fait une erreur. Ils avaient réveillé quelque chose de beaucoup plus grand. Au même moment, à plusieurs kilomètres de là, un appel discret fut passé. Une voix froide annonça simplement. L'opération a échoué, mais la cible est plus importante que prévu. De retour sur le porche, face au lac devenu noir sous la nuit, je compris que ce combat ne faisait que commencer. Cette fois, ce n'était plus une question de propriété, mais de vérité. Et quelque part, dans l'ombre, d'autres observaient déjà. La nuit avait complètement recouvert Redstone Terrace, mais le silence n'était plus paisible, il était chargé.
Chaque bruit semblait avoir un sens, chaque ombre une présence. À l'intérieur de la cabane, les écrans illuminaient faiblement la pièce pendant que j'analysais les nouvelles données récupérées. Karim n'avait pas bougé, assis en face de moi, comprenant que ce qui arrivait dépassait largement ce que nous venions de vivre. Les informations confirmèrent ce que je craignais, Élise Morel n'était qu'un pion. Derrière elle se trouvait une structure bien plus organisée, capable de manipuler des registres officiels, de créer de fausses autorités et d'orchestrer des opérations coordonnées. Mais ce qui me glaça réellement, ce fut la liste des propriétés ciblées, et les noms qui y figuraient. Certaines appartenaient à d'anciens agents, d'autres à des familles liées à des affaires sensibles. Ce n'était pas un hasard. C'était une sélection. Karim brisa le silence, sa voix basse mais ferme. « Papa, il savait qui tu étais ?» Je marquai une pause. Non, pas complètement. Et c'est ça qui les rend dangereux. À cet instant précis, les lumières extérieures clignotèrent brièvement. Une seconde. Puis deux. Suffisant pour comprendre que quelqu'un testait le réseau. Je me levai immédiatement, mes instincts prenant le dessus. On n'est plus seul. Je coupai les écrans, plongeant la pièce dans une obscurité contrôlée. Dehors, au bout de l'allée, une silhouette se dessinait à peine, immobile. Pas une voiture, pas de bruit de moteur, juste une présence. Quelqu'un observait. Karim se rapprocha sans faire de bruit. Je lui fis signe de rester derrière moi. Chaque mouvement devait être calculé. Chaque seconde comptait. Puis, la silhouette disparut. Pas en courant. Pas brusquement. Elle s'était simplement retirée. Un message. Clair. Il savait maintenant. Quelques minutes plus tard, mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Aucun message, juste une localisation envoyée. Un point précis, à plusieurs kilomètres d'ici, en pleine zone isolée. Un piège. Ou une invitation. Je fixai l'écran un instant avant de lever les yeux vers Karim. Il comprit immédiatement. On ne peut pas ignorer ça, pas vrai? Je secouai lentement la tête. Non, parce que cette fois, ce ne sont plus eux qui nous observent. Je pris mes clés, vérifiai une dernière fois l'équipement, puis me dirigeai vers la porte. L'air extérieur était plus froid, plus lourd, comme si tout annonçait que la prochaine étape serait différente. Plus dangereuse. En montant dans le véhicule, une seule pensée s'imposait. Ils avaient échoué une fois. Ils ne feraient pas la même erreur deux fois. Et cette fois, je n'allais pas attendre qu'ils viennent à moi. Le moteur démarra dans le silence de la nuit. Direction, l'inconnu.